c'était autre chose. Hein. C'est un film sur lequel j'avais un peu de doute sur le principe après ce qui s'est passé dans le second, parce que il y avait beaucoup de choses qui se concluaient un peu, cette impression de boucle bouclée avec rien à rajouter par-dessus, et ouais, j'avais quelques craintes sur le fait que ça fasse un petit peu superflu, et franchement, au départ, c'est dommage parce que ça passait plutôt bien, mais ça se plante un petit peu au bout d'un moment. Mais bon, on va en parler un petit peu tout de suite. Donc, Psychose 3, réalisé par Anthony Perkins lui-même. Et ouais, l'acteur s'est dit, tiens, je veux un tout petit peu exploiter le filon, et comme personne veut réaliser de troisième film, je me demande bien pourquoi, je vais le faire moi-même. Et ça commence sur des paroles assez fortes. 5 premières secondes, osez. Alors, en tous les cas, oui, c'est comme ça que démarre direct le film, sur une bonne sœur qui gueule qu'il n'y a pas de Dieu, qui a une sorte de crise de foi, FOI si on peut dire, et qui menace de se suicider du haut d'un clocher. Mais cette femme est un petit peu empêchée par les autres bonnes sœurs du coin, dont une qui crève un petit peu stupidement après avoir essayé de l'en empêcher. Vraiment, faut retravailler au rambarde, là, c'est pas bien travaillé, ça. Il y a des tonnes de termites qui sont passées à côté, mais tu ne pourrais pas tomber à ce point comme ça aussi facilement, quoi. Enfin bref, tout ça pour bien appuyer le trauma de cette fille qui, après ça, se voit un petit peu jartée du couvent, c'est logique, et doit un petit peu aller sur la route, faire de l'autostop pour aller quelque part, elle sait pas trop où. C'est un petit peu ça où elle en est, quoi. Et vraiment, le début, c'est vraiment de nous faire ressentir de la peine pour cette femme sans comprendre exactement d'où elle sort. Parce qu'on sent quand même que elle n'est pas non plus parfaitement claire dans sa tête. Et c'est un peu le truc, je trouve, qui n'a pas été superbement rendu. C'est alors qu'elle fait de l'autostop et elle tombe sur euh, Bobof Mac mignon du coin, on va dire. Le mec s'appelle Duke. J'ai reconnu assez vite l'acteur parce que je suis toujours un fan de Lost, et ouais, c'est Frank Lapidus, beaucoup plus jeune, hein, parce que c'était quand même il y a 20 ans de ça, hein, dans la série Lost. Et oui, le mec, il est du genre j'ose tout, j'ai pas ma langue dans ma poche, et s'il y a une fille qui me plaît, ah bah je vais pas me priver d'essayer de me la taper comme ça. Au début, je me suis dit, tiens, c'est dingue qu'il essaye pas de sauter dessus, mais il attend un petit peu son moment en fait, hein, et il fait un petit bout de chemin avec elle, il ouvre sa gueule en étant pas subtil du tout, assez vulgaire, on va dire, et au bout d'un moment, lorsqu'il s'arrête un petit peu pour la nuit dans la voiture, il décide d'essayer de faire quelque chose. Elle veut pas trop, hein, de façon un petit peu compréhensible, et il décide de lâcher de sa bagnole parce que c'est un petit peu un connard. Hein. Le personnel est un petit peu un gros connard. On essaie d'appuyer un truc qui est pas non plus inintéressant là-dedans, c'est que c'est un connard, mais pas non plus quelqu'un au stade où c'en est ridiculement exagéré. C'est vraiment le mec qui veut tout miser sur son physique pour des coups rapides d'un moment, et qui veut vivre une vie simple sur la coulée douce. Son truc, c'est la musique, il veut se faire du fric rapide, c'est ça un petit peu le principe, quoi. On veut appuyer le truc, alors que ben, ce qui va suivre après, c'est lui qui va se rendre au motel. Et tu te dis, ça aurait dû être Stuffy, mais non, c'est pas elle. Ça va être un petit peu lui pour l'instant. Alors, on va pas passer de temps sur elle pendant les 15 prochaines minutes, où on va enfin revenir sur Norman Bates après 9 minutes d'intro. Un petit peu de temps, hein. Et il est en train d'empailler un oiseau dans une mise en scène que je trouve pas dégueulasse sur le principe, parce que en empaillant cet oiseau, il se fait le flash du moment où il a empaillé sa mère numéro 2, dont on va parler un petit moment parce que Madame Spool est portée disparue, et on se demande bien ce qui est advenu de cette femme. Et oui, et personne n'a pensé à faire le lien avec le fait que juste à l'instant, peu de temps avant, hein, genre un jour avant sa disparition, il y a eu tout ce petit massacre autour de la maison Betts. Personne s'est dit, on pourrait peut-être essayer d'enquêter là,
D'autant plus qu'elle a engagé Bates à un moment donné. On n'a pas fait de recherche particulièrement poussée sur elle. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle a disparu. Il me semble que... Je ne sais pas si c'est vraiment exactement dans la chronologie exacte par rapport aux années de sortie, parce qu'une fois de plus, c'était bien clairement 22 ou 23 ans entre le film 1 et le film 2. Mais en attendant, ouais, Bates, il est en train de commencer à se refaire à sa vie, en gros, alors que sa mère est toujours dans sa tête maintenant. Hein, il est revenu un petit peu à la case départ, mais il a besoin un petit peu d'aide pour gérer le motel. Parce que, ouais, il y a encore de temps en temps des gens qui passent. Ça ne les dérange pas trop avec ce qui s'est passé apparemment. Honnêtement, je pense que surtout si on transpose ça à une époque encore plus actuelle, il y aurait beaucoup de gens qui seraient là pour la curiosité. Genre, ah, c'est cet endroit-là qui a eu tous ces massacres, hein, ça a l'air cool. Ça me surprendrait pas. Mais on joue pas dessus. Je trouve que ça aurait pu être intéressant comme approche. Mais non, il y a de temps en temps des gens qui passent et il a besoin d'aide, histoire de... Sachant que franchement... c'est un petit peu limite, mais bon, hein, c'est pratique puisqu'il y a Duke qui arrive, hein, notre Duke qui se pose en mode ouais, je suis là pour le fric, je compte pas rester longtemps. Et Norman qui dit ok, très bien, de toute façon, hein, si vous bossez, c'est ça qui est le plus important. Il est plus trop dans cette considération bonne tenue qu'il avait lorsqu'il a viré le précédent dans le second film apparemment. Donc il accepte un petit peu ça, même si on sent que le mec... bon, il est pas tout blanc. Mais bon, il n'est pas vraiment bien placé pour juger, il faut avouer. Et alors que ça se met en place, il y a une femme qu'on découvre dans le dîner, donc, qui était possédée par Madame Spool, avec le cuisinier qu'on a vu et le shérif, là, qui est un petit peu intéressé par Norman Bates. Il se dit, tiens, c'est bizarre, ce qui s'est passé avec Madame Spool ne serait pas en lien avec Norman Bates? Elle serait cool si je pouvais lui parler, etc. Le shérif et le cuistot disent, hey, laissez-le tranquille, le pauvre gars. Je trouve ça dingue. Je vois pas pourquoi vous êtes à ce niveau d'empathie avec lui, en fait. Je veux dire que vous soyez en mode je veux pas qu'on nous rabâche avec ça, ok, mais que vous soyez en mode ah non, laissez-le tranquille, il a purgé sa peine, toutes les personnes qui sont en tant soit peu soupçonneuses envers lui, c'est pas bien. Pourquoi vous en êtes à ce stade en fait, je comprends pas. Enfin bref, ouais, ils disent à la fille de se mêler de ses affaires, mais il y a Norman qui arrive pile à ce moment-là pour venir chercher un petit peu à bouffer, et donc elle en profite pour lui faire une petite interview, parce que dans la façon dont elle se présente, parce que c'est pas super clair pour moi, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que ça doit être ça. Ça a l'air d'être une journaliste qui veut un petit peu tirer au clair ce qui se passe dans cette affaire, même si au début elle l'interroge surtout sur ça fait quoi de revenir à la vie réelle après tout ce qui s'est passé après toutes ces accusations, etc. Elle y va un petit peu mollo au début. Dans un échange, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Mais très très vite, il va être intéressé par autre chose, Norman, puisqu'il va voir arriver dans le dîner la fille de l'intro, et qui s'appelle Maureen. Alors, c'est un petit peu important parce que, étant donné que son nom commence par M, ça va être très réminiscent. D'autant plus qu'elle a un physique vaguement similaire à celui de Mario. Bah, j'avais pas vu tant que ça de points communs, mais apparemment, lorsqu'on a un peu insisté avec ce parallèle, lorsqu'il s'est fait ses flashbacks dans sa tête en la voyant, oui, apparemment, il y a des liens. Hein. Elles sont blondes toutes les deux et ce sont des belles filles toutes les deux. On peut faire pire comme point commun. Donc, au début, il est un peu perturbé par ça, il veut ne pas trop s'en mêler, mais, étant donné qu'elle est en mode, je suis un peu paumé, où est-ce que je vais pouvoir me poser, cette femme, elle dit, où est-ce que c'est le prochain endroit, l'endroit le plus proche où je peux me reposer sans payer trop cher? Bah, le Bates Motel. Ah bah merde, hein. Et donc, elle a pas de veine, puisqu'elle se retape le connard qui a un peu essayé d'abuser d'elle il y a peu de temps de ça, et Norman Bates. Au même endroit. Vraiment pas de chance, cette fille, hein, vraiment pas de chance. Hein. Mais bon, à la décharge de Duke, j'irai pas affirmer que c'est un gros violeur non plus. Je sais que beaucoup de gens risquent de mal le prendre. Je pense qu'il y a des distinctions de nuances à faire. Lorsqu'elle a dit non, il n'a pas insisté à mort pour se la taper. Par contre, il a été très vexé, il l'a mal pris, il l'a traité comme une merde après coup, ce qui fait que c'est un gros connard.
totalement, qui est un petit peu dans le forçage sexuel, mais pas dans le viol direct, que ce soit clair. Je pense qu'il y a cette distinction à faire. Je suis désolé de partir dans cette considération, mais c'est un petit peu le principe, et c'est aussi pour ça que ça passe un petit peu, parce que dans le cas où ça avait vraiment été un forceur jusqu'au bout, je pense que Maureen n'aurait pas du tout accepté ça, et ça aurait amené directement du conflit qui aurait fait que les choses n'auraient pas pu durer un temps soit peu dans cette configuration à 3. Donc on a essayé de rendre ça suffisamment nuancé, on va dire, dans le fait que c'est un connard, mais pas un connard au point de viol direct, de façon à ce que ça puisse être accepté, qu'elle reste ici, en se disant ok, ça me fait un peu chier qu'il soit là, mais j'ai pas trop le choix. Tandis que Norman, pour l'instant, il est un petit peu benet, il dit ah, il est là, oh, je suis un petit peu attiré parce qu'apparemment c'est son type. Et je sais pas, c'est quoi la différence d'âge maintenant? Avec Marie, je n'avais pas l'impression que c'était une relation, il y avait d'attirance particulière de sa part. Je pense pas. C'était quelque chose d'un petit peu particulier, mais là on sent qu'on veut faire de l'attirance. Et vraiment la différence d'âge, ça les dérange pas. Hein. Donc ouais, on a un petit peu cette configuration à 3 du malaise, surtout pour la fille. Tandis que Duke, qui a fini un peu son service de jour, parce que Norman lui a dit c'est bon, on va s'occuper de la journée, moi c'est la nuit, etc. C'est plus mon truc la nuit. Il décide de se rendre à un bar pour se taper la première jolie fille qu'il voit. Et la première jolie fille qu'il voit, c'est la journaliste. Alors je sais qu'on lui donne un nom à une ou deux reprises, mais on le répète presque jamais. Donc je me souviens plus du tout de son nom. Et c'est dingue parce que c'est peut-être le personnage le plus important en fait, cette journaliste. Je trouve, c'est celle qui s'en tire le mieux dans un sens. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais bon. Donc il essaie de la draguer, mais pas du tout intéressé. Et une fois de plus, il va pas forcer à fond, même s'il est lourd, histoire de dire qu'on le nuance un tout petit peu, suffisamment pour pas que ce soit juste noir ou blanc, quoi. Il est suffisamment gris, je trouve, le personnage, pour être pas juste un connard de passage. Et elle voit quand même qu'il bosse pour Norman, et elle dit ok, on va faire affaire. Je vous donne du fric si vous me donnez des informations. Et c'est là que ça va un petit peu lancer l'enquête de ces deux-là pour trouver quelque chose sur Norman. Est-ce qu'il serait un petit peu en lien avec des problèmes comme la disparition de Madame Spool ou autre? Mais bon, ça va surtout être Madame Spool, la piste principale. En tous les cas, du côté de Norman, psychose qui reprend, sa mère lui parle, elle dit qu'il faut buter cette sale petite putain, hein, à peu près dans ces termes-là, et voilà, sa personnalité prend le dessus, et on a une redite de la fameuse scène de la douche, où il la voit à travers un trou derrière le mur, et il met les vêtements de sa mère pour s'apprêter à l'attaquer, seulement voilà, plot twist, et lorsqu'il la découvre, elle était en train de se suicider. Elle s'est ouvert les veines dans sa baignoire. Je parle de viol, de suicide dans cette vidéo. Je suis pas sûr que ça passe si bien que ça pour les annonces publicitaires. Je sais pas si je vais le préciser en détail lorsque je vais l'uploader. Donc oui, il l'a sauvé juste à temps, et dans son délire pré-mort qui n'est pas accompli, elle voit en cette silhouette la Vierge Marie, Maureen, parce que une fois de plus elle n'est pas totalement parfaite de ce côté-là non plus. Donc ouais, elle est sauvée, il y a un pasteur qui lui parle, qui essaiera un petit peu de l'aider dans cette épreuve. On va un tout petit peu insister sur lui, histoire de dire, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant, mais bon, fallait bien qu'on lui donne un peu de temps en temps une sorte d'interlocuteur pour dire ses problèmes, comme quoi elle a été touchée par la luxure. C'est pour ça qu'elle n'a plus trop cru en Dieu, mais vu qu'elle a été sauvée de la mort par 2 reprises, peut-être qu'il y a une signification plus profonde à ça. Je la cherche un peu personnellement après avoir vu ce film, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard de ça. Tandis que, voilà, Norman, il s'attendait à tuer quelqu'un, il sauve une vie, c'est un petit peu désarçonnant, donc il se dit qu'on va un petit peu corriger le tir en butant quelqu'un.
Bon, une fille de passage, hein, une fille que Duke a invitée dans le motel pour se la taper. Pépère. Et ouais, toujours un gentleman, le gars, au début. Donc ils font leur petit délire. À un moment donné, ils se jettent dans le fantasme d'avoir embrassé des photos de femmes à poil. C'est un truc, j'ai pas des masses compris ça. Duke, il a une collection de photos de femmes à poil qu'il a un peu remonté comme il le veut. Chacun ses hobbies. Voilà, hein. Il y en a, c'est la taxidermie, c'est les montages de femmes à poil. Chacun son truc. Fallait pas attendre Internet pour qu'il y ait des déviances de ce type-là. Après qu'il l'a acheté comme une vieille chaussette, mais vraiment un gros connard, ce mec, elle essaie d'appeler quelqu'un pour se barrer, mais évidemment, Norman, qui s'est déguisé en sa mère, la bute. Et il nous la rejoue comme d'habitude, hein. Après, il a son espèce de réveil personnel en se disant: «Ah mon Dieu, merde, qu'avez-vous fait?» Et il cache ça. Je sais pas trop comment il le fait au passage. Je veux dire, on verra pour les prochaines victimes comment il le fera, mais pour celle-là, je sais pas. On va dire qu'il l'a balancé dans les temps, comme tout le monde. Ça doit être ça. Enfin, bref, il a eu le temps de nettoyer pile poil le lendemain quand Duke se réveille. Mais Duke voit un petit peu quelques indices comme quoi cette fille qui aurait dû utiliser le billet de 5 dollars qu'il lui a filé pour appeler un taxi, bah en fait, il est encore là ce billet, alors qu'il lui a donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il a un petit peu ce début de doute, de soupçon sur le gars qu'on amène de façon plutôt maligne dans un sens, parce que c'est pas un truc qu'on penserait avoir. Tiens, le fameux billet un petit peu spécial que j'ai donné à cette fille, il est là. Le truc que j'ai avec ça, c'est que je m'imagine un petit peu Norman qui, en dépouillant cette fille avant de la lâcher dans les temps, se dit: «Attends, je lui fais les poches, on sait jamais s'il a un truc un petit peu. Ah, 5 dollars, je prends quand même, on va pas balancer ça.» Je vois ça un petit peu dans la tête. Et sinon, ouais, la journaliste fera pas mal d'enquêtes de son côté, surtout par rapport au passé de Madame Spool, en faisant un petit peu le lien comme quoi ce sera donc la sœur de Madame Bates et qu'elle a été à l'asile, etc., etc. Ce sera fait en plusieurs phases, ça. Plutôt intéressant. C'est pas trop mal fait, ça passe, ça. C'est vraiment pas trop mal. C'est juste pour ça que je résume ça très vite. Mais ouais, ça commence un petit peu à mettre en place des doutes de nos personnages, même si pour l'instant un petit peu léger, tandis que Norman et Maureen commenceront à bouer un petit quelque chose. Et quand je dis commenceront, ça saute des étapes, je trouve, hein. Et c'est ça le problème, je pense, principal. On essaie de nous présenter ça comme si le personnage central numéro 2 de ce film, c'était Maureen, alors qu'en fait, à de nombreux moments, on la traite très secondairement. On passe beaucoup de temps sur Duke et sur la journaliste et sur les considérations de Norman, et je pense, j'ai pas fait le topo, je crois qu'on la voit genre 35 minutes de film, Maureen, un truc comme ça, sur 1h25, ok, mais voilà, je pense qu'il y a une majorité du film où on ne la voit pas. Et ce moment donc où on les voit se rapprocher, ils sortent ensemble, ils ont leur petite conversation un petit peu drôle, je dois avouer. J'ai dû laisser la salle de bain dans un état effroyable. J'ai vu pire, vous savez. Ah oui, vous au moins vous avez pas perdu le contrôle de vos sphincters, contrairement à la moitié de mes autres victimes. Ça m'a fait un peu rire. Mais bon, ouais, c'est surtout des moments de rapprochement entre eux. Et très vite, on est censé appuyer qu'il y a quelque chose de romantique qui se forme. Et quand je dis très vite, c'est un peu trop vite pour moi, hein. Je trouve que ça aurait mérité d'être beaucoup plus développé pour avoir ce poids-là. Il y a un moment donné, lorsqu'ils reviennent de leur petite soirée ensemble, que Duke veut jouer un petit peu les wingman. J'ai pas d'ailleurs compris ce truc-là. Allez, vas-y, tape à toi, mon vieux. Ok. On découvre qu'il va la laisser seule après avoir essayé de faire un truc avec elle, parce qu'il y a un petit peu
ce problème qui le hante en fait. Donc aller au bout de la chose avec une femme, je pense que ça sera jamais possible pour lui. D'autant plus que à côté, eh ben il y a un groupe de supporters de foot, je sais plus, il me semble que c'est ça, qui ont loué et qui font un petit peu de bruit. Des supporters qui chantent à la Clairefontaine. J'avoue, c'est une première, hein. C'est une première pour moi. Donc, ouais, ça le bloque un petit peu. Et il y a en plus sa mère qui lui dit, il faut que tu la butes, il faut que tu la butes. Alors que Marion essaye d'aller le voir à son manoir. Hein. Il dit, ah, est-ce que je peux... Non, 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 laissez-moi. Hein. Il essaye un petit peu de se contenir en se tranchant lui-même le poignet. Vaguement, on le voit pas trop par la suite. Donc, j'imagine que c'était vraiment très léger. Et ben pour l'instant, il va se rabattre sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une fille qui accompagne le groupe des supporters alors qu'elle va aux toilettes. Et c'est là que ça devient ridicule. Jusqu'à présent, vous pouvez vous dire que ça va. Vraiment, ça va. Il n'y a pas de gros problèmes. Bon, un truc un petit peu facile qui s'enclenche. Mais sinon, au-delà de ça, c'est plutôt acceptable. Il n'y a rien d'affreux à dire ou quoi que ce soit. On peut avoir quelques problèmes avec les personnages. Je pense que Duke peut être un petit peu un frein pour certaines personnes. Je trouve que l'acteur le rend bien. Et une fois de plus, il y a un côté suffisamment gris chez le perso pour que ça passe jusqu'à présent. Mais c'est là que ça va un petit peu partir en couille. Mais bien, donc voilà, seconde victime, cette fille qui décide de s'arrêter aux toilettes alors qu'elle va être attaquée par Norman. Et au début, elle est en mode hey, salut mon grand, tu veux t'amuser avec nous, ce genre de conneries? Laisse-moi tranquille, je suis en train de pisser. Je veux dire, c'est quoi cette considération, ma grande? T'as un mec avec une putain de perruque qui s'approche de toi et t'es en mode ok, cool. Oh, c'est un petit peu embarrassant. Et il la bute. Évidemment, il la bute. Et il va y avoir ce moment, évidemment, où il va passer de l'un à l'autre, parce qu'une fois de plus, il essaye de dissocier sa partie meurtrière mère et son lui-même. Et lorsqu'il la voit, il essaye de la dissimuler de façon vraiment pas subtile, parce qu'il ne sait pas bien s'en sortir. Et il arrive à s'en tirer de façon miraculeuse. Mais vraiment ultra miraculeuse. Ils passent à côté des fêtards qui font même pas gaffe, quoi, parce qu'ils sont trop bourrés. Ils se barrent en voiture, ils font même pas gaffe au fait qu'il y a une des leurs qui est pas là. Ils sont trop bourrés pour ça. Pour l'instant, ils s'en rendront compte plus tard quand même, rassurez-vous. Et donc le mec, il a le temps de la cacher dans le bac à glace. Parce qu'il y a un bac à glace, un gros bac à glace à proximité. On va jouer un petit peu dessus. Hein. J'ai pas souvenir que ça a été un tant soit peu appuyé avant, mais bon. Mais ouais, là on l'appuie dans ce film-là, mais dans le film 2 ou le film 1, je n'ai pas souvenir que c'était le cas. C'est un détail. Bref, il la cache dans le bac à glace, et le lendemain matin, lorsque le shérif et son adjoint arrivent... Ah, punaise, j'ai pas brûlé les étapes, et punaise, là, c'est complètement con. Là, ça devient comique. Le film devient comique, là. Je le pense sincèrement, ça devient un peu comique. Alors, il décide de fouiller d'abord le manoir. Et Norman, qui est un petit peu énervé et qui essaye stupidement de les empêcher de faire quoi que ce soit alors qu'ils ont un mandat, donc ça va pas aller loin. Mais coup de chat pour lui... Dans un sens, gros coup de chat pour lui, j'ai envie de dire, et ben, le cadavre de sa mère qu'il pensait être dans une certaine pièce n'est pas là. En fait, il est nulle part, hein. Toute la police fouille tout le coin, tout le manoir. Pas tout le coin, non, il fouille pas tout le coin. Il fouille tout le manoir et il trouve rien. Ils sont en mode, bah ok, alors, vous voyez, c'est pas la peine de vous énerver comme ça, vous risquez rien. Hein? Oh, c'est bon, y'a pas de problème. C'est pas comme si on avait fouillé tout le reste. Et il y a que ce manoir dans lequel vous pouvez poser quoi que ce soit. Après, maintenant tout est bon, tout est nickel. Elle a juste disparu comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ce shérif est tellement nul. Et c'est le sentiment qui sera encore là dans le quatrième film. Enfin, encore, je sais pas, on en parlera de ça aussi. Bref. Le truc drôle, mais vraiment drôle là-dedans, c'est que lorsqu'il discute avec la journaliste qui est là en disant oui, il serait bien de faire un peu mieux votre boulot, et le shérif dit hey, calmez-vous, c'est bon. Hein.
et il prend quelques glaçons dans le bac à glace sans regarder, et il y a le cadavre qu'il a dans la main qui dépasse, et il y a même quelques cubes de glace qui sont ensanglantés. À un moment donné, il en prend un cube de glace ensanglanté, il le lèche comme ça, parce qu'il fait chaud, j'imagine. Il regarde pas tout du long. Les gens qui lui parlent, ne regardent pas, ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de laisser un cube ensanglanté. Il y arrive à s'en sortir. Voilà, le cadavre de la fille qu'il a buté l'année dernière, il n'est pas vu. Et le pire avec ça, c'est que voilà, ils vont pas fouiller autre chose, ils vont pas fouiller les différentes chambres à l'entrée, quoi. C'est un truc qu'on aurait pu faire là aussi. Non, ils vont pas le faire. Et parce que s'ils l'auraient fait, ils auraient vu autre chose. On va en parler dans pas longtemps. Mais en attendant, il y a quand même Marion qui dit mais non, je vous assure qu'il a pas pu faire ça. On était ensemble toute la nuit jusqu'à 6 heures, il n'y a pas de problème. Donc ça le disculpe un petit peu. Alors que c'était pas le cas. Donc c'est très, très réminiscent de Marie dans le film précédent. Mais juste après, étant donné que la journaliste était là, elle lui a raconté ce qu'elle sait sur Norman Bates. Comme quoi c'est un petit peu un taré qui a tué des gens, même si ça fait plus de 23 ans. Donc elle décide de se barrer en suivant la journaliste. Tu te dis, ok, c'est logique. À ce moment-là, c'était quoi pourquoi se centrer autant sur cette fille si elle va se barrer et qu'au bout du compte, il n'y a plus rien à faire? Elle va plus être là, et donc la mère de Norman n'aura plus rien à foutre de ça, quoi. Enfin, de la mère dans sa tête, quoi. Mais c'est pas fini ça, on va en parler. Mais juste après, il a un mot de sa mère qui lui dit qu'elle est dans la chambre 12. Donc c'est une des chambres en bas, en bas de l'hôtel. Et il y a le cadavre de sa mère qui est en train de regarder des cartoons de Woody Woodpecker. C'est un petit peu important, c'est très marrant ça aussi. On essaye de rendre le truc un peu perturbant, mais c'est plus comique qu'autre chose, quoi, de faire ce contraste-là. Et comment ça se fait qu'elle soit là? Est-ce que c'est lui qui s'est imaginé, qui a oublié qu'il avait déplacé le corps de sa mère? Non, non, non. C'est Duke. C'est Duke qui a tout compris. Qui a trouvé le cadavre de la maman, qui l'a caché ici, et qui a attendu qu'il soit seul pour lui faire du chantage. Dire, écoute, j'ai besoin de fric, alors tu vas te débrouiller avec tout ce que tu possèdes pour me permettre d'avoir du fric. Je veux dire, j'aurais pu faire mon héros, etc., mais ça m'aurait pas rapporté assez. Et c'est là qu'on tombe dans le cas où j'estime que vous l'avez foiré le personnage. Je veux dire, jusqu'à présent, voilà, c'est un connard, c'est clairement un connard. Mais c'est un connard un peu réaliste. Là, c'est le mec qui est tellement con qu'il est prêt à laisser partir un meurtrier psychopathe juste pour avoir un peu de fric comme ça, en se disant ouais, tu vas pouvoir t'en sortir comme ça, alors que c'est juste un motel à la con et que personne voudrait racheter ça. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui veuille racheter ce truc-là avec l'histoire que ça. Et tu t'attends à quoi? Et puis tu parles à un psychopathe qui tue des gens, tu t'attends à ce que ça se passe bien, blaireau? Le mec a viré complètement con. Et ce qui doit arriver arrive, Norman s'énerve, l'attaque et finit par le buter, quoi. Bon, hein, c'est pas un de ses meurtres les plus propres et calmes qui soit, on va dire, mais oui, il finit par l'avoir en lui détruisant sa guitare sur la gueule. Bon, il le tue pas tout de suite, on va faire un petit suspense parce qu'après coup, il va essayer de cacher son corps et celui de la fille dans le même étang que d'habitude, hein, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Au bout d'un moment, il devrait y avoir un panneau ou une petite caméra de surveillance, vous voyez. Je veux dire, il y a des cadavres qui sont déposés là régulièrement, foutu une caméra de surveillance. Comme ça, c'est sûr, c'est bon, vous savez toutes les preuves qu'il vous faut. Je dis ça comme ça.
Mais bref, en se rendant là-bas, il y a le corps de Duke qui reprend vie parce que bon, il l'avait juste assommé. Mais bon, il est suffisamment affaibli pour qu'il le fasse se noyer. Mais il est dans la voiture à ce moment-là, donc il doit se barrer lui-même. Dans un visuel là aussi pas trop mal, mais ouais, c'était grossier la façon dont c'est amené pour faire en sorte que Norman puisse s'en tirer l'espace d'un moment. Et c'est même pas pour de bon, puisqu'on verra plus tard que ce sera pas totalement le cas, mais ouais, c'est grossier, putain. Et pendant ce temps-là, Maureen se dit, vous savez quoi, j'ai compris. Après avoir eu cette vision de deux femmes à sa fenêtre, c'est la Vierge Marie qui m'a parlé à moi et qui m'a fait comprendre que cet homme était un homme bon, qui était sur la bonne voie et que je devais être avec lui. Je suis complètement taré. Alors c'est un truc qui aurait pu passer parce que bon, le côté un peu faux folle du personnage, je ressentais à quelques bribes par moment, et là, je trouve que ça manque cruellement de développement pour que ce soit acceptable, je trouve, ce passage où elle se dit merde, je veux être avec lui. Je laisse le pasteur qui m'a accueilli chez lui pendant 30 secondes tout seul. Pourquoi tu t'es barré pour revenir si t'en es à ce stade-là, ma grande? T'avais juste besoin de lui dire j'ai compris ça, monsieur, hein. Maintenant que je vous l'ai dit, je reviens là-bas. Ou t'as eu cette réalisation entre-temps seulement, je sais pas. Elle retourne au motel, à pied, apparemment. Et apparemment, le pasteur vivait pas très loin d'ici, je sais pas. Parce qu'il est resté tout seul. Hein. À un moment donné, il y a la journaliste qui a fini ses recherches. À nouveau, je vous ai résumé ça très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose de spécial à dire. Et elle en parle au pasteur, rapidement, histoire de dire si c'est un personnage. Et bon, elle savait qu'elle crêchait chez le pasteur, elle voulait en parler à Maureen, sans doute parce qu'elle la voyait comme une victime à défendre. Et ben, elle va plus avoir grand chose à défendre là. Parce que la scène après, lorsque Norman revient au motel, et ben Maureen est là. Et elle essaye de lui parler en disant ah, je sais que vous êtes un type bien, etc. Je sais que ça me fait pour vivre ensemble et tout. Mais en l'approchant un petit peu du haut de ses escaliers, Norman entend la voix de sa mère. Et ça le brusque pour la pousser un peu malgré lui dans les escaliers. Et c'était très bizarre. C'est-à-dire que au lieu de tomber à la renverse comme n'importe qui, c'est-à-dire que on tombe par les escaliers, on fait des roulades et on se rompt le cou ou quelque chose comme ça, au moins on se pète les jambes, un truc de ce genre-là, vous voyez. Non, elle tombe en ligne droite jusqu'à une flèche de statue qui se trouvait pile poil dans la trajectoire et qui lui transperce le cou. Non, non, je suis désolé, non, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Qui foutrait ce genre de statut ici, à cet endroit précis? On ne tombe pas d'un escalier comme ça. C'est ridicule. Et c'est ça la fin de Maureen. C'est complètement con. Ce personnage sur lequel on s'est centré au début, que vous promettez comme étant le deutéragoniste presque de cette histoire, et ben il meurt comme une merde, vraiment dans une mise en scène grossière, et c'est chiant, vraiment chiant. Voilà, toute cette partie, depuis le passage de sa deuxième victime, ça devient un peu ridicule, ça devient beaucoup trop grossier, et c'est vraiment dommage parce que je pense franchement que les 45-50 premières minutes sont pas mal, vraiment pas mal. Mais là, non, c'est beaucoup trop gros. Hein. Donc ouais, il est une fois de plus perturbé par ça, il est de plus en plus énervé par la mère, cette mère qui s'est mise dans sa tête. Mais, et c'est vaguement la grâce salvatrice de fin de film, il y a la journaliste qui revient, hein, parce qu'elle est inquiète pour Maureen, et donc en se scrutant un petit peu le coin, et quand elle voit son cadavre, elle se dit, ah bah merde. Hein. Et au passage, elle se rend là-bas avec une sorte de je sais pas ce que c'est, une barre de fer spéciale, qui lui servira pas à grand chose parce qu'elle va rien faire avec. Je veux dire, tu pourrais pas avoir un pistolet pour te défendre ou quelque chose comme ça. Je veux dire, à ce stade, quand tu sais de quoi est capable le gars, tu fais comme Marie dans le second film, quoi. Tu prends une arme qui a de la gueule et qui pourra faire en sorte que tu puisses te débattre face à un mec qui est clairement plus costaud que toi. Je sais pas, non. Bon, de toute façon, elle s'en servira pas. Hein.
Donc elle se rend là-bas, elle voit le cadavre de Maureen, se dit quel gâchis, oui, quel gâchis scénaristique, totalement d'accord. Et il y a Norman qui lui apparaît déguisé en sa mère. Pourquoi ne laissez-vous pas mon pauvre fils, mon Norman, tranquille? Yeah! Il a parlé comme ça, je suis content. Ah, c'est pas grand chose, mais je suis content de voir ça. C'est un truc un petit peu sympa, intéressant, on va dire. Quand on compare au premier et au deuxième film, à chaque fois qu'il y avait la voix de la mère de Norman qui provenait soit de lui, soit qui était seulement dans sa tête, c'était clairement une voix qui n'était pas faite par le même acteur. En tout cas en VF. J'ai pas suivi la VO, je me souviens plus trop pour le premier film. Et là j'ai pas vu la VO pour le film 1, le film 2. Mais ouais, tu sentais que c'était clairement pas la même personne qui faisait ces voix-là. Mais là, on sentait que c'était la même personne qui faisait ces deux voix différentes. Et donc, c'est assez satisfaisant pour ma part de le voir enfin parler avec cette voix-là, directement à la caméra. C'est un peu le truc qu'ils nous ont teasé tout le long du film, donc je suis content qu'on ait ça. Et donc il essaye de s'en prendre à elle, mais elle essaye de lui faire un petit peu entendre raison à Norman, là-dedans, sous cette couche-là, en lui disant que celle qu'il croyait être sa vraie mère est en fait la fausse, et celle qu'il croyait être la fausse est la vraie. Ok, ça va être chiant à dire. En gros, Madame Bates du premier film était véritablement sa mère, mais sa sœur, qui était vraiment sa sœur, donc Madame Spool, a cru qu'elle était sa mère parce qu'elle était tarée, folle alliée. Elle était amoureuse du même mec que Madame Bates, que sa sœur, et elle croyait qu'elle pouvait être avec lui, mais étant donné qu'elle a fini avec qu'il a fini avec sa sœur, et ça a un petit peu fait grimper sa taréitude, et elle a décidé de lutter. C'est ça qui l'a amené à l'asile. Et donc, dans sa tête, elle s'est toujours dit que c'était plus ou moins elle, la mère de Norman, alors qu'en fait, non. La mère de Norman, bah, c'était sa mère depuis le début, enfin, la mère du premier film. Ok, donc ça c'est un petit peu cool, j'apprécie le fait que vous rebondissiez là-dessus, en n'allant pas à l'encontre du rebondissement de départ, mais en disant que ce côté, il a trop cru que cette femme était sa mère biologique. En fait, c'est pas exactement ça. C'est juste une grosse désillusion qu'elle s'est fait en plus dans sa tête. Et en se faisant raconter ça, il y a Norman qui commence à reprendre un petit peu pied, à reprendre le contrôle et à poignarder donc le cadavre de sa mère en essayant de mettre en place que il a enfin enterré ça pour la deuxième fois, parce que la première fois c'était pas clair, mais la première fois c'était vraiment un traitement simple. Là il y a le traitement choc, c'est-à-dire il le fait un petit peu lui-même et au bout du compte c'est fini qu'on croit. Ah, parce que bon maintenant c'est clair et net, étant donné qu'il a pas buté la journaliste, elle est en vie. C'est dingue, ça pourrait être un perso récurrent pour le prochain film. Et ben il est arrêté par la police. Et même s'il sait qu'il sera enfermé, il sait qu'il sera libre dans un certain sens. Et c'est un peu beau, ça, dans un sens. C'est le truc qui sauve un petit peu le film du fait qu'il est allé enfin au bout de son trauma, même si pas forcément de la meilleure des façons. Au moins, il peut faire amende honorable en se repentant de ce qu'il a fait et en ayant plus ce fantôme en plus. Et c'est ce que j'aurais adoré dire s'il n'y avait pas le petit plan suspense de fin où on montre qu'il a gardé la main momifiée de sa mère sous ses vêtements et où il y a encore cette once de folie en lui pour pas un teaser du quatrième film ou je sais pas trop quoi. Cette partie-là, j'ai trouvé beaucoup de trop. Parce que, franchement, je vois vraiment pas ce qu'il y a à rajouter en fait. Déjà qu'après le deuxième film, je trouvais que c'était très conclusif. Mais dans un sens, cette conclusion-là s'accepte. Vraiment, cette seconde conclusion du troisième film peut s'accepter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire après? On va le faire être Norman Bates en prison ou à l'asile? Qu'est-ce qu'on va en faire? On va pas le relâcher une troisième fois? Ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Donc il va finir en prison. Qu'est-ce qu'on va faire pour le quatrième film? Je suis très très curieux en fait. Je me demande quelle excuse vous allez trouver pour pondre un Psychose 4.
Autant la fin de Psychose 2 me disait, ok, il n'y a rien de plus précis sur lequel partir, mais c'est suffisamment libre pour rajouter par-dessus. Là, je ne vois pas ce que vous pourrez rajouter par-dessus avec cette nouvelle configuration, en fait. À part si vous faites, je sais pas, un film flashback qui se passerait entre Psychose 2 et 3, je sais pas trop. Ce serait un petit peu gros, je pense pas que ça puisse passer de faire un Psychose 0 hein, qui se passerait avant le 1. Je pense pas que ce soit très logique. Ou alors il n'y a pas Anthony Perkins. Ou alors ce serait Anthony Perkins, mais qu'on verrait genre un tout petit peu et ce serait majoritairement du flashback sur lui jeune. En fait, campé par un autre acteur. Possible. Je sais pas, j'ai pas mal d'interrogations sur ce que sera Psychose 4 quand je vois cette fin. Mais globalement, c'était moyen 10 sur 20. Hein. Il y avait des points qui étaient intéressants dans le développement et la mise en scène. Je trouve que c'est quand même plus pauvre que le deuxième film, surtout dans tout ce qui est mise en scène d'horreur, mort violente, etc. Je trouve que vous avez fait quelque chose d'assez de pas très bien rendu, mais globalement ça allait dans pas mal d'idées, dans pas mal de dialogues. C'était pas aussi bon que le deuxième film, mais ça allait. C'est juste qu'il y a ce gros morceau à la fin du film, à partir du moment où il fait sa deuxième victime, jusqu'à la mort de Maureen, qui est ultra grossier et qui plombe le tout. Ça aurait pu être pas trop mal sans ça, mais avec ça, c'est vraiment tout juste moyen. Et c'est dommage, hein. Je trouve que ça aurait pu être mieux que ça si ça avait été géré aussi bien que durant les 2 premiers tiers, plus ou moins. Vraiment dommage. Mais bon, ça aurait pu être pire. Je suis vraiment curieux de ce que sera le 4e film, franchement. Donc je vous donne rendez-vous pour Psychose 4, le dernier film de la franchise. Si on compte pas le remake plan par plan, que je ne traiterai pas. À bientôt, bye.